Et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons commencer encore une nouvelle série sur les pays d'Amérique latine pendant la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, l'histoire de l'Amérique latine pendant la guerre est importante en raison des changements importants comme économiques, politiques ou militaires qui se sont produits dans la majeure partie de la région à la suite de la guerre. Afin de mieux protéger le canal de Panama et de combattre l'influence de l'Axe et d'optimiser la production de biens pour l'effort de guerre, les États-Unis, par le biais de la loi Pré-Bail et de programmes similaires, accrurent considérablement leur intérêt en Amérique latine. Ceci provoqua une impulsion économique majeure pour les pays qui y participèrent. Sur le plan stratégique, le Panama était le pays d'Amérique latine le plus important pour les Alliés à raison du canal qui assurait la liaison entre les océans Atlantique et Pacifique, essentiel pour le commerce et la défense. Le Brésil avait également une grande importance car il était le point le plus proche du continent américain de l'Afrique, où les Alliés étaient activement engagés dans la lutte contre les Allemands et les Italiens. Pour l'Axe, les nations du cône sud, de l'Argentine et du Chili, étaient là où ils se trouvèrent le plus de soutien, et ils s'en servirent au maximum en interférant dans leurs affaires internes, en conduisant des opérations d'espionnage et des actions de propagande. Le Brésil et le Mexique furent les seuls pays à envoyer des troupes sur le théâtre européen. Cependant, plusieurs pays connurent des escarmouches avec des sous-marins allemands et des croiseurs, notamment dans les Caraïbes et l'Atlantique Sud. Le Mexique envoyait un escadron de chasse de 300 volontaires dans le Pacifique, l'escadron 201, qui fut connu sous le surnom des Aguilas Aztecas, les aigles aztèques. La participation active du Brésil sur le champ de la bataille en Europe fut lancée après la conférence de Casablanca. Le président des États-Unis, Roosevelt, de retour du Maroc, rencontra le président du Brésil, Getúlio Vargas, dans le Natal, dans le Rio Grande do Norte. Cette rencontre, connue sous le nom de conférence de la rivière Potengi, définit la création du FEB, la force expéditionnaire brésilienne, composée de 27 500 soldats, et dont vous pouvez revoir une photo de ces soldats en Italie. Donc, le rôle des États-Unis a débuté en 1940 après avoir exprimé son inquiétude au président Roosevelt au sujet de l'influence nazie en Amérique latine. Nelson Rockefeller, de la célèbre famille, fut nommé au poste de coordonnateur des affaires interaméricaines du Bureau de coordination des affaires interaméricaines. Il fut chargé de superviser un programme de coopération entre les États-Unis et les pays d'Amérique latine pour améliorer le niveau de vie et aussi l'amélioration des relations entre les nations de l'hémisphère occidental, afin de contrer l'influence nazie croissante dans la région. Il facilita cette forme de diplomatie en collaborant avec Edmund Chester, directeur des relations latino-américaines du réseau radiophonique CBS. La propagande antifasciste fut un projet américain majeur en Amérique. Elle fut dirigée par le bureau de Rockefeller, qui dépensa des millions en émissions de radio et en films, en espérant atteindre un large public. Les techniques de Madison Avenue provoquèrent un retour en arrière au Mexique, en particulier où les citoyens bien informés résistèrent à l'influence brutale américaine. Néanmoins, le Mexique était un allié précieux dans la guerre. Un accord fut conclu selon lequel les 250 000 citoyens mexicains vivant aux États-Unis servirent dans les forces armées des États-Unis. Un peu plus de 1000 soldats furent tués au combat. Outre la propagande, d'importantes sommes furent allouées au soutien économique et au développement. Dans l'ensemble de la politique de Roosevelt fut un succès, sauf en Argentine qui toléra l'influence allemande et refusa de suivre les traces de Washington jusqu'à la fin de la guerre. Pour l'économie, selon l'auteur Thomas M. Leonard, la guerre mondiale eut un impact majeur sur les économies d'Amérique latine. Après l'attaque japonaise du 7 décembre 1941 sur Pearl Harbor, la plupart des pays d'Amérique soit rompirent leurs relations avec les puissances de l'Axe, soit leur déclarèrent la guerre. En conséquence, de nombreux pays, y compris toute l'Amérique centrale, la République dominicaine, le Mexique, le Chili, le Pérou, l'Argentine, le Venezuela, découvrirent soudainement qu'ils dépendaient désormais du commerce avec les États-Unis. La forte demande des États-Unis pour des produits et des matériaux de base pendant la guerre a
Encore le commerce. Par exemple, les États-Unis voulaient tout le platine produit en Colombie, tout le cuivre du Chili ou tout le coton du Pérou. Les parties convinrent de prix fixes souvent très élevés, mais les différentes nations perdirent leur capacité à négocier et à commercer sur le marché libre. La pénurie de biens de consommation et d'autres produits furent également un problème pendant les années de guerre. Leur exigence de l'industrie de la guerre américaine et la rareté des transports maritimes rendirent de nombreux produits indisponibles en Amérique latine et par voie de conséquence, les prix de ceux-ci des produits qui étaient disponibles, les prix augmentèrent. L'essence et les autres produits pétroliers étaient chers et très difficiles à obtenir. Les pénuries alimentaires étaient un problème dans les villes. En fin de compte, tous les facteurs entraînèrent une forte inflation. La plupart des pays d'Amérique latine profitèrent de la guerre en s'appuyant sur les États-Unis et en recevant de l'aide. Le Pérou fut toutefois une exception. Au Pérou, par exemple, le gouvernement instaura le contrôle des prix sur divers produits. En conséquence, ses réserves de change n'augmentèrent pas autant que celles des autres États d'Amérique, et il perdit des capitaux indispensables. L'Argentine, malgré ses penchants pro-allemands et son hostilité envers les États-Unis, s'en tira bien puisque ses échanges commerciaux augmentèrent rapidement. Le Panama bénéficiait également d'une amélioration économique, principalement en raison de l'augmentation du trafic maritime et du passage de marchandises dans le canal. À Porto Rico, l'industrie de l'alcool explosa parce que l'accès au marché européen avait cessé. Le Mexique et le Venezuela, riches en pétrole, bénéficièrent du prix le plus élevé, et le Mexique utilisa le fort besoin en pétrole aussi également pour imposer un accord avec les compagnies pétrolières américaines et européennes pour nationaliser son industrie pétrolière en 1938. De plus, pendant la guerre, le président Manuel Ávila Camacho profita de la situation pour améliorer la position du Mexique vis-à-vis des États-Unis. Le 22 mars 1942, le gouvernement américain promulgua la loi du pré-bail, un programme qui fournissait du matériel de guerre et d'autres formes d'assistance des États-Unis en échange de bases militaires et de la participation à la défense de l'hémisphère occidental. Le Royaume-Uni et d'autres pays européens dans leurs colonies reçurent logiquement la majorité de l'aide, car le chaos de la guerre leur affectait plus directement. L'Amérique cependant reçut environ 400 millions de dollars de matériel, une petite fraction de ce qui fut distribué aux pays européens. Parmi toutes les nations d'Amérique latine, le Brésil profita le plus de la loi pré-bail pendant la guerre, principalement en raison de sa position géographique au nord-est de l'Amérique du Sud, qui permettait de patrouiller entre l'Amérique et l'Afrique de l'Ouest, et qui était un point de passage pour les transferts de matériel de guerre de fabrication américaine aux alliés combattant en Afrique du Nord, mais aussi parce qu'ils étaient considérés comme une possible voie d'invasion allemande qui devait être défendue. De traités commerciaux nouveaux et plus favorables furent signés avec les États-Unis, qui offraient des prêts et une aide militaire, mais la plus importante encore fut la baisse de la concurrence envers l'industrie manufacturière brésilienne. Le Brésil reçut les 3/4 de l'assistance du pré-bail contribué en Amérique latine. L'Équateur l'a reçu principalement pour la construction d'une base militaire aérienne dans les îles Galapagos. La Colombie et la République dominicaine l'utilisèrent pour moderniser leurs forces militaires en échange de leur participation à la défense du canal de Panama et des voies maritimes des Caraïbes. En revanche, l'Argentine et le Chili reçurent très peu d'aide militaire, car pendant la plus grande partie de la guerre, ils refusèrent de se plier aux exigences américaines de rompre leurs relations avec les puissances de l'Axe. Le Pérou reçut une aide en mai 1943. La côte ouest de l'Amérique avait perdu toute importance stratégique parce qu'elle était très éloignée des principaux théâtres de guerre, et que le Pérou perdit toute justification pour son armement dans le cadre du pré-bail. Les pays d'Amérique centrale connurent le même sort que le Pérou. En 1943, la route panaméricaine que les États-Unis construisaient à des fins défensives cessa d'être une priorité et les travaux sur la route ainsi que l'aide militaire cessèrent. Selon Léonard, le pré-bail changea le rapport de force entre l'Amérique latine et raviva les vieilles rivalités. Le gouvernement chilien, par exemple, était très préoccupé par le manque d'assistance militaire, non pas raison de la crainte d'une attaque des forces de l'Axe, mais parce qu'il craignait que la Bolivie et le Pérou
tentaient d'utiliser leurs armes nouvellement acquises pour reprendre des territoires perdus au profit du Chili 60 ans auparavant pendant la guerre du Pacifique. L'Équateur était également mécontent car à la fin de la guerre péruano-équatorienne de 1941, nous allons en reparler dans une vidéo dédiée. Ils avaient perdu contre le Pérou. Enfin, l'Argentine était menacée par son ancien rival, le Brésil. Le Brésil qui, en raison de l'accès de ce dernier aux armes américaines modernes, Léonard affirma que le dictateur argentin Juan Perón, il mérite une vidéo lui aussi, était arrivé au pouvoir en partie en prétendant qu'il réparerait ce changement de statut militaire. Au début de la guerre, le fascisme était perçu comme une alternative positive par certains groupes politiques latino-américains qui étaient impressionnés par l'Allemagne et l'Italie. Par exemple, Rafael Trujillo, président de la République dominicaine, admirait Hitler pour son style et ses rassemblements militaristes. George Ubico Castañeda et Maximiliano Hernández Martínez, respectivement dictateurs du Guatemala et du Salvador, avaient des positions similaires. Selon Léonard, au Brésil, en Argentine et au Chili, le fort sentiment d'unité et de destinée créé par le fascisme était très attrayant. Les trois nations avaient un parti politique fasciste influent. Les intégralistes brésiliens étaient habillés d'uniformes de style militaire et étaient des admirateurs ouverts de Mussolini. Les politiques du fascisme n'étaient pas uniquement ce qui était était attrayant, car dans les années d'avant-guerre, les Allemands initièrent également une pénétration économique croissante en utilisant des accords commerciaux binationaux stricts pour garantir l'égalité des relations économiques avec divers pays d'Amérique latine, comme le Brésil, le Mexique, le Guatemala, le Costa Rica et la République dominicaine, avaient tous des accords commerciaux avec l'Allemagne. Les échanges commerciaux du Brésil avec l'Allemagne, par exemple, doubla en 1933. Et en 1938, l'année précédente, le début de la guerre, et aussi avec le début de la guerre en septembre 1939, les navires de l'Axe ne pouvaient plus traverser l'Atlantique pour commercer et par conséquent les échanges commerciaux entre l'Amérique latine, l'Allemagne et l'Italie cessèrent. La perte de partenaires commerciaux nuisit à certains États d'Amérique latine et dans la plupart des cas, les États-Unis étaient le seul pays capable de remplacer les Allemands et les Italiens. Presque tous les pays d'Amérique latine durent réagir face aux activités d'espionnage de l'Axe. Le Mexique et dans une moindre mesure le Brésil coopèrent avec les États-Unis pour démanteler des cellules d'espions allemands et italiens. Le Chili et l'Argentine, à contrario, permirent à des agents de l'Axe d'opérer dans leur pays pendant la plus grande partie de la guerre. Ce qui fut une source de discorde considérable entre les deux pays des États-Unis. De nombreux États d'Amérique De nombreux États d'Amérique latine, furent également dû faire face à une arrivée d'un grand nombre d'immigrants originaires des pays de l'Axe. La Colombie, par exemple, comptait environ 4000 migrants allemands en 1941, ainsi qu'un petit village d'agriculteurs japonais à Cauca. De nombreux Allemands en Colombie étaient impliqués dans le secteur du transport aérien en tant qu'employés de la Societat Colombo-Alemana de Transport Aéreo, la Société colombo-allemande de transport aérien. Les États-Unis craignirent donc qu'ils se livrent à des activités d'espionnage, ou même dans des actions pour convertir des avions civils en bombardiers, pour attaquer par exemple le canal du Panama. En conséquence, le gouvernement américain fit pression sur la Colombie pour qu'elle surveillât et internât les immigrés ou dans certains cas les déportât aux États-Unis. La même chose se produisit dans d'autres pays d'Amérique. La menace de l'espionnage allemand et espagnol était plus que réelle. Pendant la majeure partie de la guerre, les Allemands exploitèrent des réseaux d'espionnage dans tout le pays en vue de la région, notamment l'Argentine, le Chili, le Paraguay, le Brésil, Cuba, le Mexique et d'autres. Il y a notamment l'opération Bolivar, telle que fut appelée, était centrée sur les communications radio clandestines depuis leur base d'Argentine jusqu'à Berlin. Mais ils utilisaient également des navires marchands espagnols pour envoyer en Europe des renseignements sur format papier. Ces derniers
fut possible grâce à la coopération espagnole avec les services de renseignement allemands pendant la guerre. Bien que l'Argentine et le Chili aient finalement sévi contre les agents de l'Axe, opérant sur leur territoire au début de l'année 1944, les activités de l'opération Bolivar se poursuivaient jusqu'à la fin de la guerre en Europe en mai 1945. Outre l'espionnage et le sabotage pratiqués par l'Allemagne en Amérique, les États-Unis étaient également préoccupés par la propagande nazie. Par exemple, l'ambassade d'Allemagne au Guatemala servit de centre de distribution de propagande en Amérique centrale. Avant le début de la guerre en 1939, la propagande se concentrait sur la supériorité des produits manufacturés allemands et affirmait que l'Allemagne était le centre de la recherche scientifique car elle disposait du système éducatif le plus avancé au monde. Entre septembre 1939 et fin 1943, la propagande se concentrait sur les victoires allemandes et la supériorité de son équipement militaire. Du Guatemala, la propagande fut diffusée dans les ambassades allemandes d'autres pays, souvent grâce aux colis transportés par la compagnie salvadorienne Avianca El Salvador. À la suite de l'invasion allemande en juin 1941 de l'Union soviétique, les pays reçurent le soutien et de l'aide de nombreux pays d'Amérique latine, généralement par le biais d'organisations bénévoles ou de syndicats. Par exemple, Cuba envoya 40 000 cigares à l'Armée rouge, et en octobre 1942, il devint le premier pays d'Amérique à apporter une reconnaissance diplomatique à l'Union soviétique. La guerre conduisit à un dégel diplomatique plus général, et en 1945, 11 États d'Amérique latine, dont la Colombie, le Chili, l'Argentine et les républiques d'Amérique centrale, avaient normalisé les relations avec Moscou. À la fin de la guerre, le président mexicain Manuel Ávila Camacho déclara al interalme del retroceso definitivo del ejército alemán, le cual junto con mi país lo esfuerzo admirable del heroico pueblo soviético durante los años de la lucha contra las tropas fascistas, avec ce merveilleux accent espagnol, qui veut dire en attendant la défaite finale de l'armée allemande, avec mon pays, je me suis souvenu des efforts admirables du peuple soviétique héroïque pendant les années de lutte contre les troupes fascistes. Alors que les Juifs également tentaient de fuir les puissances de l'Axe, le colonel José Castellanos Contreras, consul général salvadorien à Genève en Suisse, sauva 25 000 Juifs en leur fournissant de passeports salvadoriens, mais ce fut cependant une contribution peu connue du Salvador durant la Seconde Guerre mondiale, qui aura évidemment un épisode à lui tout seul. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo générale sur l'Amérique latine. Il y aura des vidéos par pays, évidemment, notamment la Colombie, oui, l'Argentine, le Chili, tout ça. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, commentez, la cloche, on ne le redira jamais assez. Ce n'est plus la peine de s'abonner à notre Instagram. Peu le savent, mais on a Instagram, qui est plus actif depuis quelques mois. Là, on n'y allait pas, ça sert à rien. Et on vous dit au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.